Bonjour tous. Donc sur cette semaine, on est dans une semaine de contrôle et on a le vote solennel sur le CSM. Donc je pense que je vous l'avais déjà dit il y a 15 jours, mais position a bien sûr pas changé. Donc on votera contre ce texte pour les raisons que j'avais déjà pu évoquer, qui seront évoquées par Philippe Houillon, qui sera notre orateur sur le sujet. C'est qu'à partir du moment où on demande un avis conforme au CSM pour que le ministre puisse nommer les magistrats du parquet ou même les sanctionner, on transforme le ministre en quelque sorte en observateur de la politique judiciaire. Et bien évidemment, on n'est pas sur cette ligne-là et on souhaitait qu'il y ait un lien organique qui soit maintenu. Donc voilà, position qui sera la même, mais bon, le soin à Bruno Retailleau de le dire, mais qui sera la même au Sénat. Sinon, sur les autres sujets, le programme de stabilité, c'est Hervé Mariton qui sera notre orateur. Et puis jeudi, on a nos niches parlementaires. Donc on a une proposition de résolution qui est vraiment importante pour nous. C'est sur la levée de l'embargo russe. Elle sera présentée par Thierry Mariani au nom du groupe. Et je désespère pas que les parlementaires, un certain nombre de parlementaires de gauche puissent voter avec nous cette proposition de résolution. Tant le maintien de cet embargo apparaît aujourd'hui comme stupide sur le fond, sur le plan politique. Je vois vraiment pas l'intérêt de le maintenir aujourd'hui, et ça met entre autres notre agriculture dans une situation de grande fragilité. Donc j'espère qu'on sera rejoint par beaucoup de parlementaires sur cette proposition de résolution. Sinon, on a également 4 autres PPL. On en a une sur la lutte contre le hooliganisme qui sera présentée par Guillaume Larrivé. C'est une PPL qui a déjà fait une navette au Sénat et normalement Guillaume est arrivé à un point d'accord, donc je pense qu'elle devrait être votée, mais si on verra jeudi. On a une autre PPL qui est présentée par Damien Abad sur l'abus de dépendance économique et notamment la définition de l'abus de dépendance économique c'est dans le cadre des relations entre la grande distribution et les producteurs ou les entreprises de mise en marché. Et puis, on a aussi une PPL de Sophie Rofritsch, donc qui sera... là aussi, elle le fait au nom du groupe, sur l'extension aux collectivités territoriales des déclassements anticipés sur les immeubles. En fait, c'est de permettre aux collectivités qui ont des immeubles de pouvoir avoir un déclassement plus rapide, ce qui peut permettre, le cas échéant, de faire du logement ou des équipements ou de les mettre à la vente. C'est une procédure qui existe pour les immeubles qui appartiennent à l'État, et donc là, on souhaite l'étendre aux collectivités territoriales. Et puis également une PPL sur les autorités indépendantes, qui est une reprise d'un texte du Sénat, et c'est Jean-Luc Warsmann qui suit ça. Donc voilà pour notre niche de jeudi. Voilà, s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez évoquer. Est-ce que vous envisagez de négocier une motion de censure avant les vacances d'été sur la politique? Pourquoi pas? Voilà. C'est inversé au débat. Merci d'y contribuer. Ça n'est pas prévu aujourd'hui. Ceci étant, il y a une situation qui est quand même ubuesque. On assiste à quelque chose qu'on n'a jamais vu. Alors avec ce rassemblement EO la gauche où on a les 2 tiers du gouvernement qui se rassemblent et un tiers qui n'est pas invité, donc ça veut dire qu'il y a quand même un tiers du gouvernement qui ne se reconnaît pas dans la politique conduite par le président de la République, ce qui pose quand même un vrai problème en soi. Je pense que c'est du jamais vu. On a un président de la République qui, après avoir perdu sa majorité présidentielle,
a perdu la majorité parlementaire. Maintenant, il est en train de perdre l'unité du gouvernement. C'est-à-dire qu'il a quand même réussi, en 4 ans de temps, à diviser la gauche, à diviser le PS, et maintenant, avec le même succès assuré, à diviser le gouvernement. Là aussi, tout ça pourrait figurer dans le Guinness des records. Donc, on est dans une situation politique totalement inédite. Maintenant, à chaque fois qu'on l'a fait, on a bien senti que les députés de gauche n'étaient pas pressés de retourner devant les électeurs, mais on verra, c'est quelque chose qui n'est, par définition, bien entendu, pas du tout exclu, mais bon, qui n'est pas prévu non plus dans les jours qui viennent. Est-ce que le contrat signé avec l'Australie vous rend optimiste sur la situation économique? C'est d'abord une très bonne nouvelle. Et très bonne nouvelle pour l'industrie de l'armement. Et donc il faut. Ces contrats sont toujours très longs. C'est souvent des contrats qui prennent une dizaine d'années avant d'aboutir. Et donc c'est quand même l'occasion de féliciter nos industries d'armement qui ont réussi à obtenir ces contrats. Puis c'est une bonne nouvelle pour l'emploi. C'est une bonne nouvelle de manière générale. Bien sûr. Sur les traités transatlantiques, quel regard vous portez sur l'évolution des négociations, alors que le gouvernement semble de plus en plus dire qu'un accord est moins... Je pense qu'il convient d'être extrêmement prudent. On a vu par le passé, ces négociations sont toujours très, très compliquées parce que... Moi, je pense qu'il faut qu'on puisse avancer sur nos normes, et notamment sur les barrières non tarifaires, sur les normes sanitaires, sociales, environnementales, qui créent des situations de concurrence et de fragilité. Et là, on est dans une situation d'opacité qui pose question. Par ailleurs, on n'est pas sur un mandat clair, on sent bien l'ambiguïté qu'il y a au sein de l'Union européenne. Et pour aller plus loin, alors c'est pas l'ordre du jour aujourd'hui, mais je pense qu'il faudra à un moment ou un autre revoir complètement ces mandats de négociation. C'est-à-dire que tant qu'on ne sera pas sur un mandat écrit, clairement identifié et ratifié par l'ensemble des pays, c'est toujours très compliqué de conduire une négociation sans avoir un mandat clair. Or, aujourd'hui, le mandat, il n'est pas clair. C'est la Commission. La Commission, elle négocie sur mandat. Et toute la difficulté est de rendre les comptes. Si on revient aux accords de Blair House, souvenez-vous le débat entre Sir Léon Brittan et Alain Juppé à l'époque, où Juppé exigeait un mandat et exigeait que Léon Brittan rende compte sur son mandat, lequel refusait de le faire en disant « mais moi j'ai reçu mandat au titre de la commission dans son caractère collégial ». Or, une négo, à un moment, il y a quelqu'un qui l'amène, mais qui doit avoir un mandat clair pour le faire et qui doit rendre compte étape par étape. Or, aujourd'hui, le mandat n'est pas clair et le rendu ne l'est pas non plus. Donc, ce qui fait que, moi, je suis très sceptique à ce stade sur l'avancée de ces négociations. C'est bon ? Pardon, vas-y. Sur le fait que le Parlement ne se prononce pas sur la loi de finances pluriannuelle, est-ce que ça pose un problème ? Oui, je l'ai dit ce matin en conférence des présidents. On l'a dit, que ce soit Philippe Vigier ou moi, on est tous les deux intervenus dans le même sens en conférence des présidents, en disant que ce débat justifie qu'il y ait un vote, puisqu'on est sur une ligne qui est fixée sur 3 ans, et donc ça justifie qu'il y ait et débat et vote. Alors l'année dernière, il n'y avait eu ni débat ni vote. Là, on a un débat, mais d'ailleurs qui est assez particulier, puisque ce n'est pas sur le temps du gouvernement, mais c'est un débat qui est pris sur le temps du groupe socialiste. Et ce qui permet de justifier qu'il n'y a pas de vote. Mais bon, je veux dire, sur la trajectoire, ça méritait, de notre point de vue, un vote. Et je pense d'ailleurs qu'à mon avis, le président de l'Assemblée n'y était pas hostile, mais j'ai cru comprendre que c'était le gouvernement qui bloquait complètement sur le vote.
sans mettre plus de pagaille qu'il y en a dans les familles des autres. C'est bon? Allez.